Fidèle au poste, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour Info 7. C'est dimanche, je reçois une élite de mon pays, un intellectuel de mon pays. Vous l'avez découvert par Info 7, j'ose le dire et je l'affirme. Il est passé il y a quelques mois lors de la campagne électorale. Beaucoup de gens l'ont découvert, ont découvert son intelligence, sa sagacité et tout ça. Aujourd'hui, je le reçois parce qu'il est confirmé. Aujourd'hui, en tant que député national, il est membre du MLC, cadre du MLC, constitutionnaliste, doctorant en droit constitutionnel. Et il le fait aussi de pair avec l'Université de Montpellier en France. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et chef des travaux à l'UNIKIN. J'ai le réel plaisir de recevoir Daniel Mbao Soukissa. Je l'avais reçu en tant que candidat à la députation nationale. Aujourd'hui, je le reçois en tant que député national confirmé. Daniel Mbao, très heureuse de vous recevoir. Sentiment partagé. Daniel Mbao, très heureuse. Vous avez été confirmé député national. Nous avons vu les images, comment ça s'est passé. Vous avez passé d'ailleurs nuit, en tout cas à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous étiez sûr de ce combat où vous vous disiez non, nous le faisons, mais c'est un combat perdu d'avance? Non, logiquement, bon constitutionnaliste, un tel combat est vaincu déjà. Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont axiomatiques. En français facile. En français facile, ce sont des arrêts inattaquables. Ça fait foi, c'est comme un dogme. En constitutionnaliste, je commençais déjà à lâcher prise. Mais comme je suis fondamentalement croyant, homme d'église, j'écris un miracle. Et finalement, Dieu est intervenu et j'ai vu la main des dieux. J'ai vu, en tout cas, ça pour moi le confesser, le témoigner, j'ai vu la main de l'Éternel dans la Cour constitutionnelle. J'en suis sorti indemne, alors que j'étais victime d'une justice sélective. Aujourd'hui, vous êtes confirmé député national, vous êtes en plein vacances pour les députés et les gens se plaignent. Beaucoup de ceux qui vous ont élu d'ailleurs se disent les députés nationaux aujourd'hui ils sont en voyage, beaucoup sont à Paris, Bruxelles, Dubaï, Hawaï. Et comment Daniel Mbao se retrouve ici? Vous n'avez pas envie de voyager? Est-ce que vous êtes allé retrouver votre base de Moamba? C'était Moamba d'ailleurs. Vous avez déjà revu votre base? Logiquement, madame, avant d'y répondre, il faut recadrer les choses. J'aime simplifier mes analyses. De quel député parle-t-on? Députés nationaux, hein? Vous êtes en vacances parlementaires? Dans mon cas, parce que même là au Parlement, nous subissons un traitement sélectif. Il faut que la base en connaisse. Quoi? On vous a stigmatisé? Au-delà de la stigmatisation, au-delà de tout ce qui peut se faire comme stratégie de fragilisation de l'opposition, il n'y a que des députés de la majorité qui vont en mission. Ce sont eux qui se tapent des voyages en Dubaï, ça et là. Et pour votre information, nous n'obtenons que, je ne dis pas un maigre salaire, parce que je suis partisan de la réduction systématique de la rémunération des députés nationaux. Non. Comparativement aux années antérieures à l'élection passée, nous sommes passés pratiquement de 9 000 à 4 000. Et la fois dernière, nous sommes descendus jusqu'à 3 300. Je suis en train de poser la question, est-ce que c'est une nouvelle stratégie de gestion idoine de l'institution Parlement ou c'est la touche d'une dame, Madame Mabouna? Pourquoi Mais elle gère bien, c'est une dame de fer. On a ouï dire qu'elle est impartiale, qu'elle est juste dans ses... J'aime pas tomber dans les analyses d'apparence et de facilité. Une dame de fer, ça se mérite. Et il arrive par moment que vos élus, vos députés soient impayés. Alors est-ce que peut-être aussi ce n'est pas le fait que Mme Mabounda est victime du système? Je crains fort qu'avec ces systèmes de prédation, que nous allions tout doucement vers les statocides. Mais le chef de l'État a dit qu'il va déboulonner. Le système de ce côté-là n'a pas été déboulonné ou n'a pas encore été déboulonné? Madame, le système c'est un état d'esprit. Le système est invisible d'abord, parce que il faut saisir la dimension invisible du système avant de les paralyser dans les visibles. Ça veut dire que, simplement, les gens qui sont avec nous, nos amis, ils sont dans une logique de prédation, d'enrichissement illicite, contre la volonté du peuple. Alors, ils sont dans la démarche divergène,
qui consiste Vous à avez faire la démocratie sans le peuple. Ah bon. Donc, mais maintenant, la crainte c'est quoi? Parce que tous nous recevions des balles après la législature. Qu'on dise, ben écoutez, qu'on nous fasse des index de culpabilité. Voilà, ils ont été au Parlement, ils n'ont pas travaillé. C'est non plus ce que je dis, c'est pas non plus un aveu d'échec ou d'impuissance. Je ne fais pas non plus la chronique d'un échec programmé. Mais je dis simplement que les choses ne sont pas clairement... Ne sont pas aussi roses que vous le pensez. Et puis bien plus. Nous avons passé 6 mois de tristesse et de désolation. Je me pose des questions. Que fait-on au Parlement 6 mois sans production législative, madame? Vous êtes rentré là-bas, vous n'avez rien trouvé de bon? Non, mais nous n'avons produit qu'un petit règlement intérieur. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que les questions sérieuses ne sont pas posées. On attendait peut-être les arrêts définitifs de la Cour constitutionnelle, comme c'est fait peut-être lors de la prochaine rentrée, les choses vont changer. C'est ici l'occasion de dire, ces arrêts étaient comme une sorte d'épée de Damoclès, suspendue sous le cou des députés nationaux. On a fait un effort de délier nos lèvres et parler. Mais à un moment donné, à chaque fois, lorsque vous voulez faire un mouvement, vous voulez parler, on vous dit, ben écoute, si vous osez parler, on vous invalide. Je le confirme parce que ça fait un bon bout de temps que je demandais à Daniel Mbao d'être mon invité. Daniel me fouillait comme la peste et maintenant je comprends pourquoi il avait peut-être peur d'être invalidé totalement. Nous allons rester à l'Assemblée nationale, hein. Nous allons y rester parce que nous allons parler cette fois-ci de la Chambre haute. Hein. Nous allons y revenir aussi. Nous allons parler de l'élection de Alexis Thambwe Mwamba comme le nouveau patron du Sénat. Il a été élu dernièrement, donc notre rédaction a retracé son portrait et nous avons tendu notre micro à notre population, cette population qui nous est fidèle, pour qu'ils nous donnent leur avis par rapport à ces élections au Sénat. Né à Longa, le 6 mai 1943, Alexis Thambwe Mwamba est originaire du territoire de Kasonga, province du Maniema. Licencié en sciences politiques et diplomatiques, mais également licencié en droit et détient en plus une maîtrise en droit et sociologique du travail. Alexis a par ailleurs un diplôme honoris causa de docteur en philosophie. Homme d'expérience dans la gestion des entreprises, tant publiques que privées, et acteur politique, Thambwe Mwamba a tour à tour assumé les fonctions d'administrateur à la Société nationale des chemins de fer du Zaïre, à la Banque commerciale zaïroise, au Conseil d'administration des instituts supérieurs congolais, à l'Association nationale des entreprises du Zaïre, à la Société minière et industrielle du Kivu, à la compagnie financière et minière belge, pour ne citer que cela. Ancien administrateur délégué et vice-président du conseil d'administration de la Sominki et président délégué général de l'OFIDA, mais également ambassadeur de la RDC en Italie. Plusieurs fois ministre dans différents ministères de la République démocratique du Congo, Alexis Thambwe Mwamba possède une longue expérience professionnelle, notamment politique. Il est aussi négociateur des accords de Lusaka, des Sand City et des Pretoria. Marié et père de 7 enfants, Thambwe Mwamba est élu sénateur de la province du Maniema. Aujourd'hui, il est membre de la méga plateforme Francoma pour le changement. C'est lui le ticket gagnant de ce dernier, donc candidat président du Sénat. Son souci majeur est de faire asseoir le contrôle de l'action gouvernementale en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale. La candidature d'Alexis Thambwe Mwamba et celle de Modeste Bahati au perchoir du Sénat continuent à défrayer la chronique. Pour ce qui nous a rencontrés dans les rues de Kinshasa, le professeur Modeste Bahati a le profil pour diriger la chambre haute du Parlement. Je choisirais Bahati. Je choisirais Bahati, puisqu'il a quitté le FCC et que le FCC est en train de torturer le pays, donc je choisirais Bahati. Il est compétent, il est professeur, j'espère, il est professeur d'université. Bon, pour nous, on a Bahati. Bahati a dirigé. Bon, parce que côté là bien fait, c'est le travail naé ou est marquant ya on a poni que non, Bahati a dirigé naé. Toute autorité vient de dire Nzamba bagitina pona ki yene sikawana asali batan o ya sali. Alors to pese sous chance Botika ya a travailler et zamalamu wana vinanga. Ce monsieur estime par contre qu'aucun d'eux n'est crédible car ils n'ont pas pu faire mieux avant. Déjà, là où ils étaient avant, ils n'ont pas assumé ce qu'ils devaient assumer par rapport aux attentes du pays. Pour moi, ils sont
Personnellement, je pense pas qu'ils sont crédibles. Ce ne sont pas des personnes crédibles. Je ne peux pas leur apporter un peu de crédit pour dire que voilà, Alexis Thambwe Mwamba ou Bahati Lukwebo, non. A noter que c'est ce lundi 22 juillet que les candidats aux différents postes ont déposé leur dossier pour l'élection du bureau définitif du Sénat. Ces scrutins auront lieu ce samedi 27 juillet 2019 au Palais du Peuple. On connaît déjà le président du Sénat, c'est Alexis Thambwe Mwamba. Daniel Mbao, est-ce que c'est lui l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, aujourd'hui à la tête de cette chambre autant? Merci de la question, madame. Je vais commencer à répondre à votre question sur base de la doxocratie, de la démocratie sauvagère que vous avez faite tout à l'heure là. C'est les Quinois, en tout cas... Vous avez fait balader votre micro. Vous avez entendu le son du Quinois, du Congolais moyen. En tout cas, l'élection d'Alexis Thambwe Mwamba, pour moi, c'est un non-événement. C'est un frein au processus du renouvellement de la classe politique. Je considère pour ma part que l'élection d'Alexis Thambwe Mwamba est une espèce de pérennisation et de radicalisation du système. Mais vous avez suivi aussi l'autre Quinois qui a dit les deux ne le méritent pas, les deux ne sont pas crédibles. Daniel, il a dit les deux ont été du FCC, les deux ont dirigé à un moment ce pays, donc ils ont des casseroles qui traînent. Donc pour lui, il ne devait ni avoir ni Bahati ni Thambwe Mwamba. Mais la question est fondamentale. Déjà parce que les scrutins qui a été mis sur pied pour l'élection des sénateurs, ce scrutin est contesté par tous les Congolais. Tous ceux qui y sont, on sait comment ils sont arrivés. Et donc c'est logique qu'il y ait une ligature, brisure entre ces Sénats et les peuples. Et moi je considère même les Sénats comme une chambre argentifore. Il y a même la Lucha qui se bat pour qu'on dissolve cette chambre. Il dit que c'est budgétivore, que ça ne sert à rien cette chambre. Il faut la brocarder, la supprimer, l'amoindrir, la liquéfier cette chambre-là. Et à l'ère qu'il est, cette chambre devient de plus en plus dangereuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette chambre va nous donner l'opportunité, ça c'est sur le plan théorique, d'expérimenter ce que j'appelle une mutation, infiltration ou pénétration entre le droit constitutionnel classique et le droit pénal. C'est-à-dire que cette chambre risque, parce que je vois l'agenda d'Alexis Thambwe Mwamba, nous amener vers le droit constitutionnel pénal. Ce sont des procès d'intention, Daniel. Non, mais nous sommes en politique. Il y a Carbonnier qui disait, derrière les droits publics, il y a la politique. Okay. Derrière les paravents, derrière les principes, il y a toujours une intelligence. Et donc, moi, je crains fort que dans le jour qui vient, lorsqu'on aura dépassé cette phase de théâtralisation FCC Cash, que l'on passe aux choses sérieuses. Qui sera par exemple le changement de constitution ou non, au-delà de la réforme, la mise en cause du président de la République, la mise en cause pénale. Et pour haute trahison, ça circule déjà. Qu'est-ce qui va se passer? On va accuser Félix Tshisekedi de haute trahison. Qu'est-ce qui va se passer? Cette politique fiction ça commence déjà à faire peur. C'est ça l'agenda caché de Thambwe Mwamba? Moi, je ne suis pas dans la fiction, je suis par contre dans la prémonition. Dans la prémonition. Le français, chaque mot pèse. Donc vous êtes dans la prémonition. Vous ressentez cela, qu'il y aura quelque chose de comme ça. Venir. Vous le voyez venir. Au hasard. Sa présence est dictée par une intelligence. Et on sait d'où il vient, d'où il sort. Mais écoutez, madame, nous ne sommes pas quand même amnésiques rétrogrades, tous les Congolais, pour que nous venons justement à oublier les affres de la gestion de Thambwe Mwamba, pendant qu'il fut ministre de la Justice. Mais, madame, nos mémoires ne sont pas fugaces et fugitives. Vous pensez qu'il est facile pour un Congolais moyen d'oublier que c'est à cause de Thambwe Mwamba que Moïse Katumbi n'a pas postulé? Qui peut oublier maintenant que c'est, par exemple nous le MLC, que c'est à cause de Thambwe Mwamba que Jean-Pierre Bemba a été déclaré inéligible alors que son procès était en cours? Thambwe Mwamba fait même une intrusion dans le raisonnement du juge constitutionnel jusqu'à lui faire dire, je suis en politique, qu'un jugement définitif ou un arrêt définitif était l'équivalent d'un arrêt irrévocable. Ça frise toutes sortes d'académismes. Et le droit est mis à terre. C'est Thambwe Mwamba. Et donc, Thambwe Mwamba, c'est l'image d'un homme
qui est contre l'émergence des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est l'image d'un politique robotisé qui exécute au pied de la lettre un agenda. Ça, j'ai dit en toute responsabilité. Et quel est cet agenda-là? Ça commence à faire peur. Donc ça aboutira. Nous ne mâchons pas les mots, c'est Congo Web Télévision, notre liberté d'expression. Cela aboutira à la destitution de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On arrivera à ça. Ce n'est pas notre souhait. Parce que ma crainte, c'est quoi? En destituant les chefs de l'État, que nous fassions une rétropédalation constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer à la case de départ, on va rentrer en 2001. Il faut reconvoquer toutes les forces politiques. Genre 1+4, quoi. Il faut négocier. Genre 1+4. Et donc, quiconque aurait trouvé la mort, ou qui serait cliniquement déclaré mort en 2001, en tout cas, au vu de cette situation, si ça venait arriver par malheur, ne va pas en tout cas nous envier. La chambre basse, revenons à la chambre basse. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le FCC rafle tous les postes, président du Sénat, président de la chambre basse. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de phagocyter l'opposition? Parce que vous l'avez déjà dit en introduction, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez stigmatisé, vous ne partez pas en voyage, vous n'avez pas certains avantages qu'ont les autres. Alors que fait l'opposition dans cette Assemblée nationale, Daniel Mbao? Qu'est-ce que vous faites alors? Quel est votre rôle dans cette Assemblée nationale? Mais jusqu'à là, ce que nous faisons, nous résistons contre l'oppression. Nous résistons parce que nous détenons véritablement les mandats du peuple congolais. Moi, je l'ai dit sur votre plateau ici, qu'une dictature ne se démocratise jamais, elle se bureaucratise. Et tout ce que nous voyons là à l'Assemblée nationale, c'est la mise en œuvre d'une politique mesquine de Kingakat. Et nous subissons. Et par moments, lorsqu'il faut que le cash tire son épingle de jeu, voici les scénarios au Parlement, les cash composent avec les FCC. Ils constituent une seule et même famille politique. Mais ils sont partenaires. Mais parfois, ça ne transparaît pas. Lorsque les intérêts sont divergents, lorsque vous voyez un député de la majorité qui passe, qui tape ou qui tire à boulet rouge sur les chefs de l'État, mais ça se déchire, ça se bouscule, il y a des éclaboussures. Et en ce moment, ils attendent que nous venions à leur rescousse. À leur rescousse. Donc le cash ne sait pas trop bien se situer. C'est comme un chauve-souris à l'Assemblée nationale. Quand leurs intérêts sont en jeu, ils soutiennent le FCC. Quand ils sentent qu'ils sont en mauvaise posture, ils demandent le soutien de l'opposition. C'est où se situe le cash aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Non, mais c'est la conséquence de la fusion par absorption. Vous signez un contrat, un deal que nous autres, nous ne maîtrisons pas. Et vous ne dites même pas quel est le contenu, le clause du deal. Et lorsque ça ne marche pas, vous bousculez ça. Et là, ce sont les jeunes gens qui montent au créneau, qui s'entre-insultent, qui s'entretuent, qui mettent à la sellette même des autorités morales. Et après, les autorités morales trinquent. Et puis voilà, nous subissons maintenant comme institution. Et lorsqu'ils se mettent d'accord, ils reviennent, ils se répartissent les responsabilités. Au Sénat, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Ils ont catégoriquement refusé. En fin de compte, ils veulent tirer les épingles des jeux et les cachent avec l'avènement des Badiba en Tinta. Moi, je dis que c'est un hasard du calendrier. C'est tout simplement. Nous prenons autre chose. Nous allons parler d'ailleurs du président de la République, parce que vous avez déjà fait allusion à lui. Nous allons parler de cette réunion qu'a eu le chef de l'État avec le membre de son cabinet. D'ailleurs, Jeune Afrique Magazine, je profite de l'occasion pour saluer Stani Oujakera d'actualité.cd. Vraiment, l'actualité nous tombe d'heure en heure, de seconde à seconde sur le net. Merci à toi, Stani, et merci pour tes tweets que nous retweetons. Merci de cette permission. Et nous allons parler aussi de comportement de certains conseillers du chef de l'État, les conseillers du chef de l'État qui se comportent pas dignement, parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Nous allons parler un peu de ce dossier de site de CPA, mais il y en a bien d'autres, comme sur le net. Je peux voir un conseiller du chef de l'État qui s'est accaparé d'une parcelle d'une certaine Gabi Koyi dans la commune de Ngalima, vers Ngouma, vers le haut là-bas. Donc il y a beaucoup de comportements indignes de certains conseillers du chef de l'État. Plus de détails, s'il vous plaît. Ça aura été la toute première réunion entre le chef de l'État et le personnel de son cabinet, 6 mois après son investiture comme président de la République. Félix Tshisekedi a d'emblée remis de l'ordre dans le fonctionnement de son cabinet. Responsabilité et discrétion dans le traitement des dossiers.
Le chef de l'État a cependant tapé du poing sur la table en exprimant son mécontentement face à la légèreté qui caractérise certains dans le travail. D'autres, a soutenu le chef de l'État, sont préoccupés par le business que par l'intérêt de la nation. Business, le mot paraît fort, mais le chef de l'État l'a sorti pour décourager parmi les membres de son cabinet tous ceux qui sont tentés par l'enrichissement illicite, au risque même de faire échouer sa vision pour l'émergence de la RDC. Dans cet échange, Félix Tshisekedi a pris seul une vingtaine de minutes avec un ton très dur, laissant passer un changement en vue dans ses cabinets. Le chef de l'État a également déploré le fait que plusieurs documents administratifs censés rester confidentiels fuitent quasiment quotidiennement dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il a dit également être écœuré par les accusations de sortie de fonds irréguliers qui sont monnaie courante dans les réseaux sociaux. Félix Tshisekedi a déploré le manque de coordination, les luttes internes quasi ouvertes, sans oublier les divergences inévitables entre les anciens membres de l'administration Kabila, ceux de l'UDPS et de l'INC. Il y a quelques mois, le pouvoir public avait reconnu les droits des propriétés du site Ngombe-Lutendele, ex-CPA, à la famille coutumière de Kimboualamboudi, représentée par le chef coutumier Baamboula Makadiriki. C'est dans ce cadre que les ministres de l'Énergie et des Affaires foncières, ainsi que le DG de la SNEL, avaient effectué une descente sur les lieux pour prendre langue avec le chef coutumier en vue de la cession à la SNEL de 4 hectares pour la construction de la station d'arrivée Zongo 2. Mais voilà, quelques jours sont passés, certains conseillers du chef de l'État s'accaparent du dossier et renversent tout. Chef de l'État, il y a parlé de la nation. Chef de l'État, tapé mon compris. Oui, que chef de l'État, il va il faut pas avoir tout kanga. Mais les prisons. Mandat, banda. La commission na bango. Oh, biso zaba Jimmy. Oh, biso zaba DJ Chimang. Oh, biso zaba Suiba Kawe. Oh, biso soki to zaba nani. Parce que conformer kuna contraire ngai le la chef coutumier. Na le bien ouvertement. Oh, ba journaliste ba komona oh ba liba mona. Ils ont de leur pouvoir, ils ont exercé une pression sur le chef coutumier, Riki Baamboula, pour lui faire signer un document afin de céder l'ensemble du site à la société Imotex. Ils demandent l'implication personnelle du chef de l'État pour être rétabli dans ses droits. Daniel Mbaou, ça ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains conseillers du chef de l'État qui se comportent comme des brigands, et je ne mâche pas mes mots, parce que je l'ai vu aussi sur le net, une dame, Gabi Koy, qui habite à Bruxelles, qui s'est plaignée aussi qu'un conseiller du chef de l'État est chassé ou est chassé sa famille hein, dans sa parcelle vers la commune dans la commune de Ngalima, vers Ngouma, donc vers le haut là-bas. On a sorti la famille, les biens et tout ça, elle est à Bruxelles avec son mari malade. Mais les enfants, la famille qui est restée ici, ont été déguerpis de la maison. Ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Alors, pour vous, qui est responsable de cette situation? Est-ce que c'est le président lui-même qui a nommé... Est-ce que c'est lui qui a nommé les cabinets? C'est lui qui a avalisé ce cabinet? Est-ce que c'est à lui de prendre les responsabilités, de taper de poing sur la table et de probablement changer ce cabinet? Donc, de par mon éducation civique, on ne m'a pas appris à insulter le chef de l'État ou à lui faire des clichés. Mais sinon, il faut dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut émettre comme analyse, la République commence petit à petit à devenir une histoire des jeunes gens. Il faut qu'on se le dise. Qui conseille à spolier, qui tel a fait ceci, ça ne nous enchante pas, ça ne lève pas la nation. L'État devient mafioso, ça veut dire un espace organisé de non-droit. On ne peut pas considérer que lorsque on a une charge publique, on a plus de privilèges que ceux qui n'en ont pas. C'est par contre une responsabilité. Et nous disons en droit public que les gouvernants, ils sont les esclaves du souverain privé.
Parce qu'en réalité, nous tenons notre pouvoir du souverain primaire. Tout ce qui se passe là, il y a un problème, il y a une crise d'organisation. Et avec ces cabinets, un cabinet multicolore, où il y a FCC... Il a dit, il y a des luttes internes, les anciens de Kabila, de Fachi, de l'UNC, de Vital Kamerhe, donc ça va pas. Nous ne sommes pas loin d'une implosion. Et c'est le président qui en paiera les frais. Il a dit, fuite des dossiers, surtout dans le net. Un cabinet qui n'a pas de constitutionnalistes, un cabinet qui n'a pas des administrativistes, un cabinet qui n'a que des financiers. Avez-vous trouvé ça où? Dans quel état? On est où là finalement? Tantôt on parle de sortie déraisonnable des fonds, on parle de spoliation. Pourtant, moi je sais que le credo pour l'UDPS, c'est le peuple d'abord. C'est ça le paradigme de départ. Alors c'est ici l'occasion d'interpeller le chef d'État. Je sais que c'est un homme de cœur, que le chef d'État prenne ses responsabilités. C'est parce que s'il ne les sanctionne pas, il sera responsable par omission. Fuite des dossiers, c'est un des propos du chef de l'État. Comment vous expliquez que des dossiers ou des dossiers censés être protégés, parce que c'est quand même la présidence de la République, comment ça fuite le même jour? On les a dans les réseaux sociaux et tout ça, les conseillers qui deviennent de businessmen. Comment expliquer cela? Madame, qui veut détruire le travail du président de la République? Le fondamental, il est dans le mind. Ça veut dire dans la tête. On tient l'idée de l'État, ce qui gère actuellement. Parce que ça donne l'impression comme si la République n'est pas gérée. L'État, fondamentalement, madame, est une organisation structurée, en réseautage. L'État est coordonné. Il y a un chef qui engage sa responsabilité. Sur le plan politique, c'est le chef de l'État qui tient son pouvoir du souverain primaire. Chaque 5 ans, il engage sa responsabilité. Et donc, je ne peux pas comprendre qu'on gère un État comme si l'on gérait une boutique privée. L'État ne se gère pas comme ça. C'est comme ça que j'ai toujours dit, et je ne dirai jamais assez, que plusieurs se sont retrouvés à la tête de la République, c'est-à-dire conseillers, ministres, ainsi de suite, sans qu'ils aillent passer à l'école du civisme constitutionnel. Sans qu'ils aient ne serait-ce que des fondamentaux sur l'art de diriger. Parce que la direction, la gouvernance, il y a une dimension artistique, il y a de l'art, il y a de la pédagogie. Vous y allez simplement parce que vous avez reçu, par l'effet du prince, une nomination. Ou simplement parce que la CENI a dit que c'est vous qui avez gagné les élections. Et vous vous retrouvez là conseiller, vous vous retrouvez là ministre. Ce n'est pas sérieux. Il y a bien des choses qui doivent encore être discutées, même entre l'opposition et la majorité, sur la gestion des l'État. Mais Daniel Mbalo, on risquerait de vous taxer de haineux, hein, de toutes les façons, quand on critique ainsi. On est taxé de haineux, de jaloux, de aigris et tout ça. Est-ce que, comment vous ressentez? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être taxé de ça? Non, mais dans une république, cette épithète-là n'a pas de sens, n'a pas non plus de place. Nous sommes une république, non pas parce que nous avons souhaité, nous avons voulu. C'est parce que l'Éternel a décidé. Vous voyez pourquoi on peut me traiter de nez? Parce que l'État, il est artificiel. Il a été créé par la volonté des Occidentaux. Et nous sommes retrouvés pratiquement comme des flèches en désordre dans un carquois inorganisé. Est-ce qu'on doit faire les Congolais? Moi, je pense que ce discours n'est pas propre. Les Congolais doivent comprendre que s'il y a critiqué, nous avons critiqué Kabila durant 10 ans, 15 ans, ils doivent admettre. Parce que lorsqu'ils doivent admettre la critique, on veut gouverner, on doit accepter la critique. Le jour où l'honorable Daniel Mbao sera à la commande, je m'exposerai à la critique. Et quiconque m'attaquera ne sera pas qualifié d'haineux. Donc ça, c'est un argumentaire de facilité. C'est une alternative d'aisance. Ben, tu manques d'arguments, tu dis, voilà, cette dame-là, elle est haineuse. Donc il n'y a pas de haine qui tienne. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure, là, il faut qu'on recrée l'État. Les Congo ont un problème statocentrique. Les gens n'ont pas la notion de l'État. C'est quoi l'État? Dans un État, il n'y a pas de tribu. Parce qu'un homme d'État, par exemple, nous qui aspirons et qui sommes déjà des hommes d'État, un homme d'État, c'est celui qui meurt dans sa tribu pour renaître dans la République. C'est comme ça, vous voyez, en France, par exemple, ils ont un chauvinisme très poussé à l'extrême. Un président de la République, lorsqu'il dérape, même s'il a 62%, Macron, il est pris d'assaut par les gilets jaunes. Mais au Congo, un moindre mouvement des gilets jaunes est réprimé à 100. Donc c'est parce que
les petites notions fondamentales. En fait, l'État est venu ici comme une surprise au Congo. L'État, c'est un État avec des greffons extérieurs, c'est un État imposé, de sorte que même ceux qui gouvernent ne savent pas pourquoi ils sont là. Et c'est ça même la problématique que je vais poser dans une conférence. Le Congolais doit revisiter son système d'enseignement. Des propos comme ça, et ainsi de suite, n'auront pas leur droit de citer. Il faut que l'enseignement soit intégral, qu'on dise finalement, on étudie pourquoi, et pour servir qui, et dans quel contexte. Lorsqu'on ne sert pas bien, si on est redevable, on doit l'être. Daniel Bao, nous allons parler de cet accord final entre le FCC et le CASH, parce que le gouvernement sort incessamment, tout a déjà été aplani, toutes les divergences ont été aplanies. Donc d'ici quelques jours, quelques heures, nous aurons enfin ce gouvernement que nous attendons depuis le mois de janvier, et nous allons avoir la réaction de M. Kankolongo par rapport à la formation de ce gouvernement. Le 29 juillet prochain va révéler les animateurs du gouvernement Ilunkamba. À en croire l'étude du coordonnateur du FCC, selon Némi Mouilania, un accord a été enfin trouvé entre sa famille politique et celle du chef de l'État. D'ailleurs, encherait-il, Joseph Kabila, l'ex-président de la République, et Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, ont été d'un grand apport dans les négociations. Sans oublier les travaux abattus, bien entendu, par la commission d'organisation pour la répartition des sièges pour les coordonnateurs du FCC. Cet accord vient une fois de plus prouver la maturité politique des Congolais à trouver des solutions dans les circonstances particulières. Rappelons que c'est depuis l'investiture du chef de l'État que le RDC attend l'avènement du gouvernement. Selon certaines sources, le FCC s'égare de la part du lion avec 30 ministères et 12 vice-ministères, tandis que les CASH devra se contenter des 15 ministères et 8 vice-ministères. La formation du futur gouvernement se profile déjà à l'horizon suite à la fin de négociations entre la famille politique du chef de l'État Félix Tshisekedi et celle du sénateur à vie Joseph Kabila. D'aucuns se posent la question sur le profil des animateurs devant former ces prochains gouvernements. Quant à ce, Médard Kankolongo, président de Congo en avant, s'est dit être pessimiste. Moi, je me suis battu pour une alternance avec alternative au sommet de l'État. Ça reste à déplorer. Quand vous avez déjà des gens autour chef-d'œuvre de l'État qui signent des documents octroyant d'abord 113 millions de dollars sans pour ne pas passer par l'appel d'offres, 57 millions de dollars sans pour passer par l'appel d'offres, je me dis, en fait, les politiciens congolais, ils ne cherchent que des postes pour se servir. Ces gouvernements qu'on va mettre en place, il y aura les gens du FCC, ils ont géré pendant 18 ans. Kabila lui-même nous a montré qu'il a renforcé l'Ouzolo pour traquer les voleurs. Il n'a jamais traqué. En réalité, c'est blé, bonnet, bonnet blanc. Attendons voir, comme disent les Anglais, l'avenir donnera raison, mais je ne fais pas confiance avec ce que je vois aujourd'hui. Mon peuple doit encore serrer les ceintures. Rappelons que le gouvernement Ilunkamba sera composé de membres de la coalition FCC-CASH en guise d'un accord signé préalablement. Selon notre reporter, la répartition se présente comme suit. Donc le FCC aura 30 ministères et 12 vice-ministères et le CASH 15 ministères et 8 vice-ministères. Donc voilà un peu comment serait ce gouvernement. Quand on fait l'addition 30-15, ça fait 45. 45 plus 12. Daniel, tu peux m'aider avec les calculs parce que je suis très faible en calcul. Ça fait 2 ministres. 45 ministres déjà, donc 12 plus 8, ça fait 20 vice-ministres, donc un gouvernement de 65 personnes. Pléthorique ou pas? Non, le gouvernement il est fantasque, il est pléthorique et il y a une disproportionnalité entre la taille du gouvernement et la masse qui attend. Les peuples qui attend les fondamentales, les pains. Mais avant que j'en arrive aux préoccupations sociétales qui doivent être résolues à l'occasion de la mise sur pied de ces gouvernements, permettez-moi quand même de laisser un mot sur la tardivité de la mise en place du gouvernement.
j'ai bien l'impression que les gens n'ont pas conscience des enjeux et des attentes qu'il y a, les attentes populaires. Les discussions étaient houleuses, il fallait qu'ils se mettent d'accord entre les ministères régaliens. Qu'est-ce que le chef de l'État devait faire? Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, donc les ministères régaliens leur revenaient, ministère des Affaires étrangères, la justice, défense et tout ça. Donc ils devaient vraiment couper la poire en deux, hein, comme j'ai ouï dire. Madame, ils se sont partagés, les ministères régaliens. Mais quelle soit la hauteur des discussions entre deux partenaires en crise des ménages, toutes ces discussions ne peuvent pas l'emporter sur le droit fondamental des peuples. Madame, nous sommes aujourd'hui dans la phase de ce qu'on appelle ailleurs de l'État néolibéral, un État stratège. Un État qui est considéré aujourd'hui comme les maîtres des horloges. Un État qui gère l'État rationnellement en fonction des besoins sociétaux. C'est-à-dire un État qui est à la fois organisé, programmatique et pragmatique. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Ils sont ni pragmatiques, ni programmatiques. Le temps nous appartient, le temps on s'en fout. Hein, le temps nous est compté. 7 mois comme ça sans gouvernement. Et ils vont nous dire qu'en Belgique, ils ont fait des années ou une année sans gouvernement. Et on nous donne des exemples ailleurs que le président, qu'à la présidence, on a dépassé le budget, le président voyage trop. Et on nous balance que Macron fait la même chose. Aujourd'hui, ce sont des études comparatives. Hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on nous dit qu'en Occident, ça se fait. Donc on n'invente pas la roue. Hein. Ça, c'est un argument qui peut être tenu que dans un État montgolfier, dans un État rhizome comme le Congo. Et si la Belgique pouvait patienter, ça se justifie du point de vue opérationnel et technique, parce que la Belgique dispose d'une administration cohérente, organisée, très bien ficelée. En Belgique, on peut vivre une année sans gouvernement. Sur le plan sociétal, même de l'administration de la justice, rien ne change. Alors, pourtant, la Belgique, c'est un État où finalement les gens qui gèrent ont un intellect, excusez-moi, assez élevé. Les Congolais, nous l'avons aussi, mais peut-être que nous avons un problème de conscience interne. Au Congo, on n'a pas d'administration. L'administration est encore grabataire. Les fonctionnaires ne sont pas payés 45 mois d'impayement. Il n'y a pas de conscience citoyenne. Dans un contexte comme celui-ci, vous décidez de ne pas mettre sur pied un gouvernement. Or, le gouvernement obéit à une logique dans une démocratie. Le gouvernement, c'est l'organe, c'est la structure de l'État qui répond à la quotidienneté des besoins des citoyens. Donc, en réalité, vous refusez formellement de répondre aux besoins fondamentaux de ces peuples. Parce que, entre guillemets, vous n'avez pas pu assouvir votre faim politique. Parce que FCCK, vous n'êtes pas mis d'accord sur des postes ministériels. Nous leur avons dit en liminaire, chers amis du FCCK, ça, c'est un mariage de contraire. C'est un mariage contre nature. Dites-nous simplement que soit vous êtes dans une forme de cohabitation. Ils partagent la même conception politique. Ce sont des, soit vous êtes dans la ce sont des sociolibéraux, hein, comme on dit. Donc UDPS et PPRD, c'est la même chose. Ils partagent le même concept politique. Mais pourquoi ils se sont bâtis 10 années, 20 années? Il y a eu même des morts, je me souviens, il y a mon ami Boukson qui a été brûlé vif au siège de l'UDPS. Pourquoi l'avoir laissé mourir s'il y avait une acquaintance idéologique? Madame, il y a un problème dans notre mind. Et par rapport au dépassement budgétaire à la présidente, c'est vrai. On nous dit le président voyage trop. Il a déjà dépassé. Jeune Afrique d'ailleurs publié, d'autres sites l'ont d'ailleurs publié. Ils ont donné des chiffres que le président a déjà dépassé son quota prévu. Mais on nous dit non. Pourquoi vous dites ça? Puisque Macron fait la même chose aussi. On nous a d'ailleurs même ceux qui sont dans la communication du chef de l'État nous balancent les voyages de Macron. Macron a fait 46 voyages, 76 voyages en 6 mois. Est-ce que cette comparaison tient la route? Non, madame, nous disons... Hein, nous devons nous taire carrément face à ce que fait le président de la République. On dit, comme vous l'avez dit, la comparaison n'est pas raison. Mais aussi, penser sans comparer est impensable. Et lorsque nous comparons la situation du Congo à celle de la France, apparemment c'est comme si on était dans un état voisin de la démence. La France qui a un budget de plus ou moins 435 milliards. Et vous avez un pauvre budget qui tourne autour de 4, 5, 6 milliards. Est-ce que Macron peut dépenser en termes de dépenses ne représente pas en tout cas tout point de vue et même les 0,5% des prévisions budgétaires. Mais
nous, par contre, ce qui se passe aujourd'hui engloutit la moitié des prévisions budgétaires. Et il y a des marchés qui sont offerts de gré à gré. Appel d'offres. C'est ce qu'a dit ce monsieur, de gré à gré. Il y a des marchés comme ça. Finalement, il y a des gens qui s'enrichissent, nous apprenons, parce que nous avons des informations qui viennent de partout. Il y en a qui s'étapent des châteaux, ainsi de suite. Alors, des maisons à Nyangwe, on en a appris. Oui, la question fondamentale maintenant qui reste, c'est de savoir où est la part du peuple. Où est la part des fils Moukoko dans tout ça. Mais cette coalition par rapport au changement, au déblonnage du système, M. Kankolongo l'a dit, s'attendait à ce qu'il y ait des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Est-ce que ce sera la déception? Parce qu'on a l'impression, peut-être, on ne sait pas. Attendons voir comme on l'a dit. Est-ce qu'il y aura des nouvelles têtes ou ce seront toujours les mêmes personnes qui reviendront? Parce que déjà au Sénat et à la Chambre basse, on a vu, il n'y a pas vraiment de nouvelles têtes, tout ça. Pour vous, vous avez l'impression que ce sera la continuité, les mêmes têtes qui vont être présentés comme ministres? Il faut dire vrai. Hein. Si je fais une analyse froide, je me réalise qu'il n'y a pas de changement notable sur le plan de la forme, aussi bien du fond, dans l'agencement de ces nouveaux régimes ici. Ces régimes ici, c'est réconfiguré simplement. Tout simplement, il n'y a pas de changement de fond. Hein. C'est une réconfiguration. Hier, c'était les FCC qui nous a sévi, qui nous a bâillonnés, qui nous a réprimés. Aujourd'hui, les FCC se redimensionnent. Les FCC prend un nouveau visage, il devient polymorphe. C'est maintenant les FCC cash. Mais je ne sais pas ici identifier les vraies intentions à l'intérieur de cette vaste coalition. J'aimerais bien vous poser une question assez personnelle. C'est vrai que Jean-Jacques Mamba est un de vos amis le plus proche, mais moi, nous fuyons, nous avons ouï dire qu'on l'a débauché, pour qu'il sera probablement dans le nouveau gouvernement, je ne sais pas. Est-ce que, Daniel Mbao, si on vous sollicitait d'être dans ce gouvernement, vous êtes jeune, intelligent et tout ça, est-ce que vous serez d'accord? Est-ce que vous pouvez apporter cette intelligence au service de la nation en étant vice-ministre ou ministre? Madame, on apporte l'intelligence au service de la nation lorsque celle-ci s'inscrit dans la forme prescrite par les lois de la nation. Lorsque vous violez les lois de la nation, lorsque vous violez la Constitution, et donc, quelle que soit la volonté qui vous anime, vous êtes dans la contre-volonté. Vous serez noyé et votre intelligence sera perdue. Et donc, vous êtes perdu et vous subissez les affres des Kambinga, vous subissez les affres des Kisombe. Et en ce moment-là, comme mon aîné aussi, c'est lui, comment il s'appelle encore? Mon vieux du MLC qui a voulu nous ravir même notre dénomination. Thomas Louaka. Thomas Louaka. Il y a Jean-Lucien Boussa, il y a eu des belles têtes. Vous finissez comme Thomas Louaka, ça veut dire que vous vous séparez proprement avec le peuple congolais. Il refuse de vous donner les suffrages, vous rentrez chez vous à la maison, vous cherchez la machine à voter, et ou soit vous allez intéresser un juge de la Cour constitutionnelle pour vous reprogrammer. Mais en ce qui concerne personnellement Jean-Jacques Mamba, c'est un garçon très valeureux, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je ne le vois pas en train de quitter les navires. Et Jean-Jacques Mamba, ce qu'il a fait, c'est une expression simplement d'exercice des libertés fondamentales. Il a démissionné. Il n'y a pas une guerre avec F. Bazaïba? Qu'est-ce qui se passe avec Madame F. Bazaïba? Il n'y a rien du tout. Et ça veut dire que c'est un problème d'approche. Vous voyez, les MLC, c'est un parti élitiste où il y a compétition des intelligences. Les intelligences se croisent. Donc, sur un point, elle peut... Madame Bazaïba être d'accord avec tel ou tel autre, sur un autre point diverger, ou le cas avec Jean-Jacques Mamba. Mais ça doit vous enchanter par contre, parce que c'est une expression de richesse. Ça veut dire que dans ces partis Jean-Jacques Mamba est encore du MLC? Oui, secrétaire national en charge de la jeunesse. Vous nous confirmez qu'il est encore du MLC? Confirme. Il est du MLC, c'est une expression de démocratie. Ça veut dire que la vitalité de la démocratie au sein du MLC. Ailleurs, c'est l'unilatéralité. Donc Jean-Jacques Mamba a donné ses approches, c'est un examen. Et Maman F. Bazaïba a ses approches. Nous avons nos approches. Jacques Joly a ses approches. Fidel Baba a ses approches. Alexis Lenga, l'honorable, le président du groupe parlementaire, a ses approches. Et tout le monde a ses approches. Voilà les MLC et tout converge autour d'un leader, Jean-Pierre Bemba Gomo, qui agit en sage arbitre parce qu'il en est architecte.
Nous prenons autre chose, nous allons parler de la démission du ministre de la Santé qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que les mauvaises langues disent que le ministre Oli Lunga Amoni donc parce qu'il y a beaucoup, les institutions financières du monde sont en train de débloquer énormément d'argent pour lutter contre l'Ebola. Cette fois-ci, tout est centralisé à la présidence de la République, vous le savez, et la réaction de la communauté internationale par rapport la réaction de la communauté islamique ici en République démocratique du Congo. Vous savez, il est interdit aux musulmans de la RDC d'aller en Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Malheureusement, c'est à cause de l'Ebola. Et ils ont réagi, ils ont donné leur point de vue. Est-ce que l'Ebola devient pour nous vraiment quelque chose qui va nous couper du monde? Si ça commence déjà avec les musulmans, je ne sais pas si nous, les chrétiens, nous irons un jour à Rome, si on nous mettra aussi à Ola pour aller à Rome ou à Lourdes pour le pèlerinage. Réagissant à la lettre d'émission du ministre de la Santé, l'éditeur du journal Impact News estime que c'est une fuite en avant de la part du docteur Oli Ilunga. Ce dernier soutient Joël Kadedanga, a fait de l'épidémie de la maladie à virus Ebola un business, ce qui justifie son incompétence. Prouver à la surface du monde son incompétence à gérer les causes sanitaires de la République démocratique du Congo dont il ne maîtrise plus les réalités, en s'étant débarrassé depuis un temps des experts qui ont prouvé leurs compétences, aussi bien au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, et qui ont lutté contre cette maladie dans la province de l'Équateur, et qui l'ont vaincu. Mais que chez nous, ça nous réunisse au jour d'aujourd'hui, 1700 morts, et que le ministre reste insensible. Nous avons dit au président de la République qu'il puisse mettre en place un comité multisectoriel, multidisciplinaire, de telle sorte à engager une guerre contre cette maladie qui décime les populations. Il avait fallu que le président de la République puisse prendre cette décision un peu plus tôt afin de mettre fin à Ebola Business. Ebola Business que l'on a constaté dans le chef du ministre. Et aujourd'hui qu'on lui a coupé des lèvres sous le pied, il se lève pour démissionner. En tout cas, qu'il se mette un peu à l'écart. Le professeur Mouyembe a prouvé de quoi il est capable. Mais pourquoi on lui refuse de s'impliquer dans la lutte contre Ebola pour chercher d'autres acteurs? Le ministre de la Santé a déposé sa lettre de démission au président de la République. Dans sa lettre, il déplore la mise en place d'un comité multisectoriel de la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola sans son implication. Nous avons été déjà informés par une lettre officielle du ministère des Affaires du pèlerinage saoudien. Et c'est une information qui n'est pas nouvelle pour nous, parce que ça a déjà été il y a quelques années ici en République démocratique du Congo, même quand l'Ebola a frappé la Sierra Leone, je crois, il y avait la même mesure. Oui, comme croyant, parce que les gens s'est préparés pour aller effectuer leur pèlerinage à la Mecque, et quand les nouvelles sont tombées, en tout cas, nous étions un peu déçus, un peu découragés, ça c'est vrai, mais compte tenu aussi des principes islamiques, un croyant aussi peut accepter et se soumettre à cette décision parce que c'est une décision salvatrice. Il n'y a aucune conséquence. Parce que aller à la Mecque, bien sûr, c'est le 5e pilier de l'islam pour celui qui a les moyens. Dieu a bien précisé dans le Saint-Coran. Et dans le cas précis, on n'a pas moyen d'aller à la Mecque parce que nous sommes frappés de cette épidémie. Bien sûr, ce n'est pas tout Congolais qui est contaminé de cette maladie, mais lorsque Ebola a été déclaré que c'est une urgence mondiale, et le Congo maintenant est dans la zone d'Ebola, en tout cas, c'était une bonne décision. Quand nous serons dans la période de pèlerinage, les gens vont jeûner comme d'habitude, ils vont lire le Coran, ils vont s'approcher de leur Seigneur. Et ensuite, nous prions la prière des moutons, qu'on appelle communément Tabaski. Et après cela, les gens vont vaguer dans leurs préoccupations comme d'habitude.
Daniel Mbaou, 1704 décès pour l'Ebola. Nous avons suivi notre confrère Joël Kadé qui s'est dit qu'aujourd'hui, l'Ebola devient un business. C'est l'Ebola business. Il y a des vaccins qu'on doit expérimenter, qu'on apprend qu'on doit expérimenter sur des cobayes congolais. Est-ce que pour vous, c'est pas tout ça qui a fait que Oli Ilunga ait claqué la porte parce qu'il s'est dit, mais bon, on l'a pas associé, hein, cette fois-ci, il y a trop comment je peux dire, d'où viennent les décisions? Il y a vraiment dispersion de centres des décisions par rapport à la lutte contre l'Ebola. Une bonne décision pour Oli Ilunga? Non, mais je vais donner une réponse mesurée. Hein. Parce que la question doit être réglée de manière holistique, sinon on se perd en conjecture. La question doit être abordée du point de vue clinique, du point de vue business, mais aussi du point de vue politique et sécuritaire. Et tout y entre, tout entre en jeu, quoi. En jeu. Et si Oli Ilunga a démissionné, quelque part il a tort de démissionner si tôt. Pourquoi? Parce que il est obligé d'être ministre, même par le fait du serment d'Hippocrate. C'est un déni de responsabilité. Il est médecin. Médecin. C'est refuser d'accompagner ces pauvres concitoyens qui sont malmenés, décimés par une épidémie mortifère comme Ebola. À mon sens, j'estime que la décision était irresponsable. Il y a même des gens aujourd'hui, excusez-moi de vous interrompre un peu, vous êtes député national, donc vous avez la nation entre vos mains, hein, Daniel Mbaou, rassurez un peu cette population. Est-ce que cette maladie existe réellement? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, ça devient du business, la maladie a déjà été éradiquée, c'est déjà fini, mais comme il y a des millions qui doivent tomber dans l'escarcelle de l'État, dans les institutions, on continue à nous faire croire que cette maladie perdure. Il y a même des mauvaises langues qui ont dit qu'il y a même quelqu'un sur Internet, je ne sais pas si vous avez suivi, un membre de la Croix-Rouge qui a même posté une vidéo que Ebola est déjà à Kinshasa dans la commune de Lingwala. Donc est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de bouffer simplement de l'argent? Est-ce que cette maladie existe? Qu'est-ce que vous en dites à l'Assemblée nationale? J'étais en train d'aborder l'aspect clinique avant d'aborder l'aspect business. Comme vous m'avez coupé l'herbe au pied, allons-y. Parlons de l'aspect business. Tout ce qui s'est fait sur Ebola, moi je crois vous l'avoir dit sur votre plateau ici. J'ai soupçonné beaucoup d'affabulation des laboratoires. Parce qu'il y avait des gens qui tiraient les épingles du jeu. J'avais dit que nous avons un épidémiologue spécialiste internationalement reconnu, en la personne du professeur Mouyebe, qui devait être depuis lors mis à contribution pour l'éradication définitive de ces fléaux, qui nous a suivis. Et après finalement nous apprenons que Oli nous l'a mis de côté. Le problème de Ebola c'est quoi? C'est depuis OMS, tenez madame, je crois que vous avez l'information, depuis l'OMS a déclaré que l'Ebola au Congo était devenu comme en quelque sorte une urgence mondiale internationale et qu'il fallait faire la collecte des fonds sur le plan international. Ça suscitait des tensions, des intentions et même des attentions. En tout cas. De sorte qu'aujourd'hui même, la présidence s'en accapare. Parce que nous, la presse, nous nous plaignons maintenant, il n'y a plus de bulletins de communiquer sur Ebola. Chaque jour, nous avons des relevés, mais ça fait depuis que la présidence est là. Le service de la com de la présidence, nous lançons un appel, les journalistes se plaignent, il n'y a plus de relevés quotidiennes pour la maladie d'Ebola. Ça fait depuis une semaine que nous n'avons rien de tout ça. Donc on ne peut plus publier sur Ebola. La présidence, faites votre travail, s'il vous plaît. Et donc, il y a beaucoup de questions qui entrent dedans. L'argent, parce qu'il semble plus de 300 millions de dollars débloqués pour éradiquer. Parce que la communauté internationale se voit à l'insécurité. Du fait qu'il semble, c'est une évidence quoi. On a découvert un cas isolé à Goma. Goma est un aéroport international. Donc, la crainte que par cet aéroport qu'il y ait diffusion de la maladie. C'est déjà arrivé en Ouganda, hein, vous vous rappelez. Qu'il y ait diffusion de la maladie. Alors, il faut créer des zones de riposte, il faut contrecarrer la maladie, il faut être accompagné, il faut même un protocole de surveillance. En principe, le protocole de surveillance, l'OMS signe avec le gouvernement. Mais la présidence de la République veut s'en accaparer. Pourquoi? La présidence n'est pas le gouvernement, c'est ça, il y a un imbroglio. Imbroglio total, justement parce qu'il y a même des millions, il y a une ligne de fonds libérés pour l'expérimentation du virus. Du vaccin. Du vaccin, excusez-moi. Le premier vaccin a été tenté, c'était un échec criant. Ça, c'est au Libéria. Hein? Et le deuxième vaccin, on veut l'expérimenter sur des cobayes, nous, les Congolais, avec des conséquences cliniques fâcheuses.
Oli Ilunga ne voulant pas porter le chapeau de la responsabilité, c'est comme ça qu'il a démissionné en toute responsabilité. Ça, c'est du point de vue clinique. Mais du point de vue businessman, en tout cas, c'est de l'argent. Madame, il faut entrer dans ce secteur-là. On connaît, pharmaceutique, on connaît. Pour vous en rendre compte, je ne vous verrai plus revenir ici présenter des émissions. Parce que je vais gagner des millions. En tout cas, en quelques poussières de secondes, cet embargo de la communauté islamique congolaise, est-ce que cela ne va pas s'élargir pour d'autres communautés de Dieu, par exemple, pour nous, les chrétiens, pour aller à Rome ou à Lourdes, tout ça, si les musulmans disent des admiettes pour les leurs qui sont ici en RDC, nous avons peur, nous aussi, que la communauté nous interdise. Non, mais madame, la crainte, elle est là. Je crains fort quand même que ça s'élargisse. Exactement. Que l'on puisse même interdire nos officiels, nous les officiels, d'aller en Europe ou aux États-Unis simplement parce que nous allons présenter un haut risque. C'est une évidence, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et madame, je peux souligner ici, c'est l'occasion, depuis que nous sommes au Parlement, 6 mois, personne n'en parle. De l'Ebola? Personne. Comment ça, vous n'en parlez pas? C'est un cas grave pour un pays. Comment vous n'en parlez pas? Et vous parlez de quoi à l'Assemblée nationale? Non, mais les gens sont préoccupés à avoir des postes de responsabilité. Les gens sont préoccupés à museler l'opposition. Les gens sont préoccupés à nous interdire les débats démocratiques. Et lorsque vous faites une motion dans ce sens-là, madame, avec le système qui est institué dans notre règlement intérieur, on vous minorise. Comment vous vous en sortez? Et la crainte maintenant, en fin de compte, que tous recevions des balles de la part de la population, qu'on nous mette à la sellette, qu'on dise, mais écoutez, vous n'avez pas été conséquent, vous n'avez pas été responsable, vous avez très mal géré, alors que nous avions de bonnes intentions. 2023, c'est pas très loin, hein? C'est dans quelques années. Nous allons à la Senco, vous le savez, hein, les responsables de la Senco sont allés chez Museveni, ils ont parlé de l'insécurité, parce que là nous prenons le dossier de l'insécurité, ils ont parlé de l'insécurité à l'est de la République et l'insécurité encore dans le sud-ouest, sud-est pardon, c'est à Kasumbalesa dans la grande province du Katanga. Cette audience était une occasion pour le prélat catholique de transmettre au président ougandais leurs préoccupations sur la présence de rebelles de l'ADF dans l'est de la RDC. Au cours de l'échange avec les évêques de la Senco, Yoweri Museveni a rassuré de sa détermination à collaborer avec les autorités congolaises pour démanteler ces groupes armés encore actifs en RDC, car cela constitue un danger également pour le pays de la sous-région. Ces groupes armés présents en RDC est en effet opposé au régime du président ougandais, mais commet des exactions sur la population congolaise. Le chef de l'État ougandais a indiqué dans un communiqué que l'implication de populations concernées serait d'une grande importance. Pour ce faire, Monseigneur Marcel Outembi a réitéré ainsi de l'épiscopat congolais à accompagner comme autorité morale avec les églises sœurs ainsi que les États concernés dans la lutte contre l'insécurité dans la région pour la restauration de la paix, soulignent les communiqués des évêques de la Senco. Une manière d'accompagner le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision d'éradiquer tous les groupes armés opérant à Beni, Butembo, Lubero et autres coins du pays. L'heure est donc aux actions de grande envergure pour mettre fin aux tueries longtemps enregistrées dans cette partie du pays avec un chiffre estimé à près de 10 millions de morts. Des personnes non autrement identifiées ont fait irruption dans la résidence d'un agent de la DGM située à Nyukoyu, à Kasumbalesa. Selon les témoins, ces inciviques exigeaient de ce cadre de la DGM affecté au poste frontalier de Kasumbalesa une grosse somme d'argent. Pendant les discussions, l'homme a déclaré n'avoir pas la somme exigée. Une réponse qui a provoqué la colère de ces malfrats, allant jusqu'à le poignarder. La victime n'a pas supporté le choc et a succombé sur place, rapporte notre source. Ayant appris la nouvelle, la police est descendue sur les lieux. Mais elle n'a pas eu l'accès facile. La population poussée par la colère lui a refusé l'accès au lieu du crime. Les coups de feu ont été tirés en l'air pour disperser la population. 2 heures après, la police a réussi à récupérer le corps puis l'acheminer à la morgue de la Sodimiko. La population a à l'occasion dénoncé l'insécurité qui a érigé domicile dans cette partie du Haut-Katanga. Nous sommes désormais fatigués avec l'insécurité. On transforme Kasumbalesa en Beni. Ici, c'est pas la zone de guerre, a lâché un manifestant.
La population en appelle donc à l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avant que la situation ne s'empire. Notons par ailleurs que ces hommes armés ont visité plus d'une dizaine de maisons dans cette partie de la République démocratique du Congo. Daniel Mbao, ce que fait la SENCO, c'est une forme de diplomatie? Aller en Ouganda et parler de l'éradication des groupes armés? Non, ben, c'est une démarche de proximité. Elle est une démarche louable. C'est vrai que c'est une démarche qui s'effectue au-delà du formel. La SENCO, comme institution ecclésiastique, le père de l'Église prend la responsabilité là où l'État a failli. Le comble, c'est lesquels? Parce que nos frères qui sont à l'Est, nos frères qui se retrouvent dans des zones dites anaétatiques où l'État n'a pas le contrôle effectif, ils sont victimes tout le jour des tueries. Et personne n'en parle. Et c'est ici l'occasion de revenir même sur la question initiale sur l'Ebola. Ces frères en souffrent sous différentes formes. Lorsqu'il s'agit des élections, vous dites non, ils n'ont pas droit aux élections. Parce qu'il y a Ebola. Ils n'ont pas voté. Hein. On se rappellera toujours que la présidence, ils n'ont pas voté. Sur le plan sécuritaire, lorsqu'ils crient au secours, nous sommes menacés par les FDLR, les ADF, NALU, et nous nous retrouvons dans des poches, des zones de résistance. Venez à nos ressources, personne ne vient. Et lorsqu'ils meurent, ce n'est pas un drame. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'éradiquer Ebola, parce qu'il y a de l'argent derrière, c'est toute la communauté nationale, le gouvernement qui se mobilise. C'est une antipathie nationale. C'est comme ça que je commence petit à petit à donner raison à un ami qui vit à l'Est, qui commence à subir du fond de l'injustice totale de la République. Et la crainte, madame, jusqu'un jour, que ça puisse créer une forme de balkanisation culturelle. Parce que déjà, ils dépendent socialement de l'Est, ils dépendent du Rwanda, Ouganda, ainsi de suite. Mais ici, ils tiennent encore, s'ils sont encore congolais, c'est parce qu'ils ont l'affectio societatis. En français facile. En français facile, oui. Ils ont le sentiment de vouloir vivre collectif. Parce qu'ils tiennent encore à cet être de la raison, à cet artifice juridique qu'on appelle l'État congolais. Mais cet État congolais qui ne vient jamais. Voilà. Quand la SENCO y va, considérez que c'est un signe clinique de dysfonctionnement et de malaise. C'est-à-dire que l'État n'y est pas. Mais le chef de l'État, il a quand même fait beaucoup de tours. Hein. On se rappelle, dès son accession à... Or, Jean-Pierre Bemba, à l'époque de la rébellion, il a réussi à pacifier cet espace-là. À lui seul, alors qu'il n'avait pas le gouvernail. Mais comment a-t-il réussi à pacifier cet espace-là? C'est un Congolais. Mais le président de la République n'a qu'à lui demander quelle est la recette magique. Mais le président de la République a fait ça aussi dès son accession au pouvoir. Il est allé en Ouganda, au Rwanda, au Burundi d'ailleurs, pour parler de ces groupes armés. Je ne parle pas des balais diplomatiques. Officiels. Je parle des solutions, des concrétisations. Et l'Assemblée nationale, vous ne parlez pas d'Ebola, vous ne parlez de rien, mais même pour ça, pour cette diplomatie parlementaire, ça se fait quand même, la diplomatie parlementaire? Cette question, il faut la poser à Mme Abunda à son bureau. Ah. J'espère qu'elle m'écoutera et qu'elle acceptera d'être mon invité. Mais j'espère qu'on a l'impression que ce Parlement-là, vous faites quoi là? Parce que là, je n'y comprends absolument pas. 6 mois après, 7 mois après, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? En réalité, nous sommes encore jusqu'ici une caisse de résonance. Mais il y a quand même de l'espoir que les choses vont changer avec la vigilance citoyenne. 5 ans plus tard, je pense qu'avec la montée de l'intelligence artificielle et numérique, les attentions qu'il y a autour des réseaux sociaux, ce type de contrôle informel, populaire, va pousser le Parlement à donner les maires de lui-même. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie et l'espoir, nous allons terminer. Hein, nous sommes au tout dernier chapitre, mesdames et messieurs. C'est la descente du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à Bandalungwa et la réaction de l'UNPC, notre regroupement, par rapport à la décision du ministre provincial, Dolly Makambo, de suspendre l'émission, le débat, avec les responsables des communes, avec comment on les appelle encore, les bourgmestres. Merci Daniel Mbao. Cette émission a été très
très suivi. Je ne sais pas si cela mettait mal à l'aise les bourgmestres, parce que de toutes les façons, il nous faut, vous gouvernez des gens, vous ne gouvernez pas des moutons, vous avez un devoir de redevabilité, parce que nous, comme l'a dit Daniel Mbaoussoukissa, nous avons donné notre pouvoir et vous nous devez. En tout cas, quelque chose en retour. Nous devons savoir ce que vous faites de notre argent, ce que vous faites de notre pouvoir. Alors, cette suspension de l'émission a soulevé vraiment un des verrous et beaucoup de gens, et le ministre doit le savoir, ne sont pas très contents de cette décision. Bandalungwa, sa commune, mais aussi son fief électoral. C'est ici qu'il a préféré mettre en exécution son agenda s'agissant des activités liées aux vacances parlementaires. La journée a été consacrée largement au travail d'assainissement, question de rendre plus propre la municipalité des Bandal. Les membres de la dynamique Godempoy ont saisi cette occasion pour expliquer les missions et objectifs de leur organisation qui a vocation de relayer des idées défendues par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes un groupe de gens qui ont cru en la manière dont le pasteur Godempoy est en train de s'exercer dans la scène politique congolaise. Nous l'apprécions pour sa rigueur et pour les apports positifs que nous avons constatés sur la scène politique. Alors nous nous sommes érigés en dynamique pour le soutenir, pour l'accompagner à réussir sa mission sur la scène politique congolaise et précisément dans la gestion de l'appareil législatif de la ville-province de Kinshasa. Alors aujourd'hui, nous avons choisi ce coin pour faire le salon au public, une façon de dire au peuple quinois que nous accompagnons les autorités dans le projet Kinshasa Bopeto. Opportunité également pour certains de commenter la direction des Godempoy à la tête de l'organe délibérant de la ville. Beaucoup pensaient que le travail de Godempoy ne s'est limité qu'à l'Assemblée provinciale. Rassurez-vous que non. Il travaille beaucoup plus pour le développement du pays. Aujourd'hui, nous commençons à Bandal et demain, ça sera dans toutes les 24 communes, ensuite pour la République tout entière. L'honorable Godempoy a aussi prévu de visiter d'autres communes de la capitale, un agenda qui va le conduire dans les 24 communes de Kinshasa. Le bourgmestre de différentes communes de la capitale ne peuvent plus participer à l'émission Les Débats publics diffusée à la radio Top Congo. À l'Union nationale de la presse du Congo, l'on met en cause cette démarche du ministre provincial de l'Intérieur. Son président, Kasonga Chilunde, estime que le journaliste a l'obligation de puiser l'information à la source. Et la population a besoin de savoir comment elle est gouvernée au quotidien. Il parle d'une décision hasardeuse prise par Doli Makambo. Et il a pris une décision qui n'est pas à son niveau. Doli Makambo, je me demande quand il était bourgmestre de la commune de la Gombe, chaque fois que le journaliste allait vers lui, il leur disait non, attendez que j'ai pu savoir l'autorisation de l'hôtel de ville avant de donner l'information. Moi je pense que c'est de l'anarchie. Dans la démocratie, c'est avant tout la liberté. Et la liberté, c'est à tous les niveaux. À commencer par la liberté de la presse. Le journaliste doit aller vers celui qui a l'information, la recueillir sans aucune entrave. Je l'invite rapidement à se déguire pour que la mission de débat, qui est déjà appréciée par tout le monde, puisse continuer son travail. Comme on n'a pas encore commencé Gombe, il a peur qu'on puisse découvrir le cadavre sous les placards. Je crois que c'est ça qui nous fait peur. Étant dans un État démocratique, le président de l'UNPC affirme haut et fort que l'interpellation du journaliste présentateur de la dite émission est une entrave à la liberté de la presse. Kasonga Chilunde promet de saisir le ministre national de l'Intérieur, de même que l'autorité urbaine quant à ceux avant de mener des actions de terrain. Daniel Bauge, là je prends le volet constitutionnaliste de Toron droit. Cette suspension de l'émission de débat avec les bourgmestres, ce n'est pas une entorse à la liberté d'expression garantie par notre constitution. Bon, ici, lorsque vous me posez la question comme constitutionnaliste, j'aimerais saisir
la problématique sous des volets. Okay. Les premiers volets suivant l'angle institutionnel et les deuxièmes volets suivant l'angle citoyen. Sous le plan institutionnel, la Constitution organise les mécanismes des contrôles politiques organisés. Ces mécanismes se cristallisent par des techniques de redevabilité, de révocabilité interne. Et donc c'est un jeu intra-institutionnel que l'aucun qualifie de jeu de flux et reflux. Hein? Donc contrôle assemblée provinciale, contrôle gouvernement provincial, ainsi de suite. Donc sous ce point de vue strictement institutionnel, un bourgmestre ne relève pas du journaliste ou de la compétence du journaliste. Sur le plan institutionnel, il ne peut pas se soumettre au contrôle d'un journaliste. Mais sur le plan citoyen, aujourd'hui, la démocratie commence à prendre des allures. Quand vous appelez contrôle, une émission, c'est un contrôle. On sait que nos fêtes ici, pour vous, c'est un contrôle. Mais le débat, ce n'est qu'un jeu de questions-réponses. Est-ce que c'est un tribunal? C'est l'impression que vous donnez comme si l'émission, le débat était un tribunal. Dans les langages techniques, cet exercice d'échange peut constituer un contrôle qu'on appelle contrôle inorganisé, non assorti de sanctions. Parce qu'à la suite de ce contrôle, le bourgmestre ne sera pas évincé. Il n'engage pas sa responsabilité. Mais ce contrôle, j'ai dit, les citoyens, il est important parce que ce contrôle tire la sonnette d'alarme. De sorte que ceux qui sont au niveau de la superstructure institutionnelle, qu'ils sachent ce qui se passe au bas de l'échelle pour qu'ils prennent des mesures idoines et correctives. Donc, je suis un peu nuancé. J'ai dit, du point de vue institutionnel, les bourgmestres ne relèvent pas d'un journaliste futilement citoyen. Et du point de vue citoyen maintenant, effectivement, c'est un bel exercice. Et je n'aimerais pas qu'on puisse organiser une escapade parce qu'on a des bourgmestres qui sont devenus comme des fonctionnaires de carrière. Alors il faut déboulonner les systèmes, aérer les systèmes. Il faut que les gens sachent effectivement quels sont ou quelle est l'étendue de la responsabilité d'un bourgmestre. Vivement les élections municipales alors, hein, d'ici là, je ne sais même pas. Mais la vraie démocratie, si ça va se tenir, elle est locale. Je plaide en faveur de la mise en œuvre de la démocratie locale. Mais on n'en veut même pas. Si des simples missions comme ça, on nous boulonne, alors pour les élections municipales Daniel Mbao, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pourquoi? Parce que le bourgmestre n'est rien d'autre que l'obligé du peuple. Et ce peuple-là, c'est sa commune, ceux qui habitent sa commune. Il doit être redevable. Et il ne peut l'être que par des mécanismes de votation. Le peuple ne sait pas se mirer dans le bourgmestre. Le peuple ne sait pas se retrouver dans le bourgmestre simplement parce que le bourgmestre, c'est quelqu'un qui est tombé de nu. Il n'y a pas de lien intime. Je vous le dis simplement, il y a une crise identitaire entre ce peuple-là et ceux qui prétendent gouverner dans les collectivités de base. Donc moi, je plaide en faveur de la mise en œuvre des élections locales. C'est là où la démocratie vibre. C'est là où les jeunes ont la possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Voilà, nous sommes en train d'atterrir, Freddy qui nous le signale. Nous n'allons pas terminer sans parler un peu de l'avenir de cette coalition FCC-CACH, parce que chaque fois on veut prendre une décision, ça nous prend des mois et des mois et des mois de conciliabule. Daniel Mbao Soukissa, député national, quel est l'avenir de cette coalition? Ça ira jusqu'au bout? Jusqu'en 2023? On va résister à cette coalition? Comment vous voyez les choses? La coalition est déjà très mal partie parce qu'elle s'inscrit dans un cadre constitutionnel qui est réfractaire à la coalition. Le régime semi-présidentiel. Ce régime semi-présidentiel, c'est un régime qui fonctionne bien, soit avec la cohabitation, soit avec la coïncidence des majorités. J'ai dit tout à l'heure. Pas avec la coalition. Ça ne marche pas très bien. Une coalition composite entraîne la dilution de la responsabilité et de la redevabilité. Or, la démocratie, en règle générale, requiert la clarté. On ne sait pas finalement qui est responsable et qui dit quoi. Ça crée de la cacophonie. Et c'est un système qui entraîne la fragilité, la précarité dans la gestion de la chose publique. Et donc, nous sommes partis pour 5 ans peut-être. Ça va vous choquer, madame. 5 ans de misère, 5 ans de tâtonnement, de balbutiements.
Parce que si dans la coalition, il n'y a pas de bonne foi, la barque va chavirer. Ça, c'est bien clair. Donc, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, de telles coalitions génèrent des problèmes de cohérence. Parce qu'on a d'une part l'IDPS qui s'est dit démocratique, concédant. L'IDPS est démocratique. Et on a de l'autre côté les FCC qui s'est dit démocratique, mais nous savons qu'il est mandocratique. Il est prédatocratique. Donc on sent comme un mouvement de contrariété et de répulsion en même temps. Des êtres qui s'aiment. Coalition contre nature. Ouais, des êtres qui s'aiment. C'est une forme d'idylle bicolique. Des êtres qui s'aiment, qui donnent l'impression de ne pas s'aimer. Voilà, qui donnent l'impression de ne pas s'aimer. Et puis finalement, on est parti pour des querelles de ménage. Et puis après, ça sera les divorces. Et qui en paye les frais? C'est les peuples congolais. Tristan. Voilà, 2023, Daniel Mbao, vous êtes sûr, les élections, ça se tiendra? Non, mais pour autant que les présidents... Ça doit déjà commencer à se préparer maintenant. Hein. On ne veut plus des prolongations en 2023. Pour autant que le président de la République le veuille. S'il le veut, on ira aux élections. Et je l'ai dit tout à l'heure ici, moi je ne veux pas souhaiter dans la mesure du possible que le président de la République soit évincé par quelque mécanisme que ce soit. Je suis de la Moukassa ici, je parle comme républicain. Parce que honnêtement, ça sera le système institutionnel qui va dégringoler. Et il y a un troisième larron qui va apparaître. Et ça sera une forme de rétropédation constitutionnelle. Ce que je peux dire au chef de l'État, c'est de maintenir le cap, de progresser. Nous affirmons notre identité. Nous sommes l'opposition. La Mouka. Au-delà de nos divergences. Et comment se présente la Mouka aujourd'hui, les grosses pointures? Est-ce que Martin Fayoulou est en, comment dire, en bon terme avec Moïse Katumbi? Est-ce que Moïse Katumbi est en bon terme avec Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba est en bon terme avec, mon Dieu, celui de la RDS, Mozito, merci. Parce que déjà, l'une des figures de pro est allée à la Banque africaine de développement. Ce débauchage-là a fait tilt aussi dans la tête de beaucoup de gens. Il a choisi de servir la République selon lui. Ça se présente bien la Mouka aujourd'hui? Encore soudé? Non, très soudé. Les quattro magiques fonctionnent très bien. Vous en êtes sûr? Ou c'est pas de... Simplement. Ils seront à Lubumbashi dernièrement? Ils sont tous déjà à Lubumbashi. Ah, ok. Et nous fonctionnons sur fond d'un principe. L'unité dans la diversité. Que cela ne vous panique pas. C'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. Vous trouverez dans l'opposition, il y a une aile qu'on appelle l'aile dure de l'opposition. Et il y a l'aile qu'on appelle l'aile ouverte de l'opposition. Mais il y a également l'aile médiane. Mais à partir du moment où tous affirment leur identité et qu'ils disent qu'ils sont opposants, alors ça veut dire que ce qui peut diviser est plus faible que ce qui peut unir. Et donc, au nom de l'unité et au nom de fortes convictions qui animent tous ces leaders, je suis convaincu que nous allons faire un véritable contrepoids. Et d'ailleurs, en passant, nous allons, par cette rencontre du Présidium, régler la problématique de notre identité, dans la vision et même l'identité dans le choix des concepts. Il faut une convergence minimale des valeurs, une convergence minimale sur l'approche conceptuelle. Lorsqu'on dit vérité des urnes tous, il faut qu'on sache ce qu'on dit. Lorsqu'on dit alternance tous, il faut qu'on sache... Opposition républicaine, puisque Moïse Katumbi est dans l'opposition républicaine, Martin Fayoulou est resté dans sa vérité des urnes. On a l'impression qu'il y a aussi une cacophonie au sein de l'opposition. C'est l'expression... Et le porte-parole de l'opposition, Félix, une minute. Le porte-parole de l'opposition, le président de la République a parlé de ce porte-parole de l'opposition. Qui peut être ce porte-parole de l'opposition? Parce que je crois que chacun se bat maintenant, le présidium, chacun veut être le porte-parole de l'opposition. Non. On ne se bat pas pour le présidium. C'est clair que si ce n'est pas Jean-Pierre Bemba, on pourra reconduire Moïse Katumbi. Parce que Freddy Matungulu qui aurait été là, il est parti. Et donc, le porte-parole de l'opposition, cette question sera réglée. Je ne mets pas la charrue avant le bœuf. Et la gentillesse est patientée, madame. Ok. Mais comme je vous dis, le temps, nous n'avons pas. Les autres sont en train d'avancer et nous n'avançons pas. Donc, nous reculons.
essayer d'accélérer les membres de la MOCA pour nous trouver des solutions. Et nous espérons que la semaine prochaine, nous aurons enfin ce gouvernement tant attendu. Alors merci Daniel Mbao Soukissa d'être passé à la barre. Merci en tout cas de votre participation. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. J'avais déjà annoncé que je recevais Daniel Mbao. Voilà, il est confirmé député national et c'est pour cela qu'il a parlé. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne voulait pas venir, je sais pourquoi. Il a dit, il faut pas se voler la place. Vous avez cette épée de Damoclès, on risque de vous invalider. Je suis un libéral. Je crois à l'avenir de la RDC. Je crois à la jeunesse. Vous êtes déjà confirmé, Daniel Mbao, avec votre homonyme, Daniel Safou, vous êtes déjà confirmé député national. Donc pendant 5 ans, vous allez travailler pour nous et nous espérons qu'en 2023, vous serez sanctionné, soit positivement, soit parce que vous aurez des très bonnes lois. Espérons, c'est ici que j'ai décliné toutes mes lois. Vous aurez des très bonnes lois et un contrôle parlementaire de haute qualité. Et espérons qu'il n'y aura pas de blocage, pas de motion incidentielle pour bloquer le contrôle du gouvernement. A plus, mesdames et messieurs, nous nous retrouverons le dimanche prochain. Inch'Allah.